De l'enseignement supérieur qui sait faire de l'archivage pérenne autour du numérique. Un autre chantier avec lequel on travaille beaucoup au niveau des archives ouvertes, c'est l'édition scientifique, parce que là, il y a des passerelles qui existent. Donc là, on partage certaines problématiques. La fourniture du document, donc ça c'est le bon prêt entre bibliothèques, mais ça je connais moins bien, donc je n'ai pas du tout insisté. Et puis un chantier qui est ouvert un peu plus tard, qui est là aussi plein d'enjeux, c'est autour de la formation, de la veille et des usages, qui est piloté donc par un représentant de l'URFIST, Michel de Nice, c'est ça, Michel Roland, et puis Odile Hollogne qui travaille à l'INRA. Donc là aussi, les enjeux sont énormes autour de la formation et puis également avoir une connaissance de l'actualité, de ce qui se passe tel que nous l'a présenté tout à l'heure Sherifa. Alors moi je vais rentrer plus dans la partie archives ouvertes. Alors l'objet en fait, les enjeux, c'est bon, la mise en œuvre d'une politique scientifique et technique qui soit commune et qui permettent en fait de consolider tous les moyens mis en œuvre. Alors en gros, c'est quoi? C'est pour les chercheurs, partager les résultats de leurs travaux sous forme numérique. Donc là, on est bien dans le partage rapide, facile, aisé. La diffusion de ces résultats, à la fois pour la communauté, mais également plus largement pour l'ensemble de la communauté, mais là au niveau international, ainsi qu'au grand public, pourquoi pas. Et puis, enjeu de taille, la sauvegarde de ces données, de ces articles. Donc là, on est bien dans l'archivage pérenne qui pose des questions techniques. Alors, c'est des questions, donc au cours de ces 2 années de travaux, c'est des questions que l'on a abordées. Donc, on a plus particulièrement, on s'est posé des questions puisque l'objet en fait de cette convention était de travailler autour de HAL. Donc, il a fallu que les représentants des établissements expliquent comment eux travaillent au niveau des archives ouvertes. Soit c'était des établissements qui avaient développé déjà une archive ouverte chez eux. Alors, il y en a très très peu, dans le groupe, il y en avait 3. Soit ce sont des établissements qui n'ont pas de politique en matière d'archives ouvertes, qui n'ont pas encore vraiment réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire dans ce domaine-là. Soit c'était des établissements qui avaient déjà une archive ouverte ou un portail dans HAL. Et donc là, il s'agissait de voir comment on pouvait pérenniser ce projet, l'améliorer. Dans le cas d'interopérabilité avec d'autres archives institutionnelles, comment on pouvait connecter ces archives. Quel était, par exemple, on s'est posé des questions autour du niveau scientifique requis dans les archives. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Dans une archive institutionnelle, par exemple, dans une archive d'université, on va accepter des mémoires de master 2, enfin de master, ce qui est logique dans le cadre d'une université. Dans le cas d'une archive qui a une activité de recherche, c'est peut-être moins évident. Donc, c'est des questions qui ont été abordées. Alors bon, également aussi, on a envisagé, et on n'a pas encore trouvé toutes les solutions, c'est comment faire évoluer donc les relations avec les scientifiques. Là, je fais allusion à nos missions d'évangélisation auprès des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour qu'ils déposent en archives ouvertes. Donc c'est extrêmement compliqué, les choses avancent, mais c'est pas simple. Alors le premier objectif qui nous a été fixé dans le cadre de la bibliothèque scientifique numérique, chaque chantier avait un objectif qui était défini. Donc c'était cette convention de partenariat autour de HAL et qui a abouti à également l'idée de faire évoluer la structure du CCSD, qui actuellement est une unité propre du CNRS depuis sa création en 2001, vers une unité mixte de services, ce qui permettrait en fait de reconnaître aussi la problématique d'autres établissements et aussi de donner des garanties aux partenaires, c'est-à-dire que ça ne sera plus une unité du CNRS, mais ce sera une unité plus partagée. Alors, là, j'ai vraiment repris en fait l'objet de la convention.
Donc on est bien dans une logique de développement coordonné des archives ouvertes sur la base de la plateforme mutualisée HAL, sachant que HAL est interconnecté avec les grandes archives internationales. Archive, c'est le CCSD qui gère le miroir français d'Archive, par exemple. À travers HAL, vous pouvez faire des dépôts directement d'Archive. Ensuite, on pousse votre document vers Archive. Donc, il y a vraiment un vrai partenariat qui existe depuis la création de HAL avec Archive. Donc, le fait de rentrer dans cette convention permet de bénéficier de ces partenariats avec les grands serveurs internationaux, PubMed Central, et également REPEC, par exemple, pour les économistes. Cette stratégie essaye de s'inscrire vraiment dans un cadre européen, ce qui va nous permettre de consolider l'échelle de projet national, ce qui rend évidemment beaucoup plus visible, beaucoup plus solide. Ça permet également de faire supporter les frais, le savoir-faire par une seule structure, ce qui est une façon, dans cette période de budget qui se réduise de plus en plus, ce qui est peut-être un objectif qui est aussi à prendre en compte. Donc ça, je vous l'ai dit, donc création d'unités mixtes, voilà, qui va être pilotée à travers un comité scientifique et technique. Donc dans ce comité scientifique et technique, on va avoir un représentant de chaque établissement signataire. On a demandé à ce que dans ces représentants, il y ait au minimum 30% de chercheurs. Au départ, on avait demandé 50% de chercheurs. Donc on s'est dit, pour être réaliste, il faut que ça soit... On a demandé 30% de chercheurs, sachant que ces chercheurs devront être présents, c'est-à-dire que les archives ouvertes, c'est fait pour les chercheurs, donc bien évidemment, c'est supporté, géré par les personnels de l'IST et des bibliothèques, mais il ne faut pas perdre de vue et pas perdre le lien en fait avec les chercheurs. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette exigence de 30%. Alors je ne sais pas comment ça se passera si on ne les a pas, si on va... concrètement, si ce quorum n'est pas atteint, comment se passeront les décisions ou pas, mais bon, j'ai bon espoir sur les 30%. Alors, qui dit signature de partenariat dans le cadre d'une convention, dit également engagement des partenaires signataires. Alors, l'aspect évangélisation, donc inciter les chercheurs à déposer dans les archives ouvertes, donc les établissements signataires vont mettre en place des politiques de communication, de formation, d'information, voire même d'incitation forte. Voilà, donc ensuite à définir, par exemple l'INREA a pratiquement instauré une obligation de dépôt en archives ouvertes des publications. Pour le CNRS, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce qu'on appelle aussi le mandat. Alors je ne sais pas si l'obligation c'est la bonne solution, mais il est certain qu'il faut faire évoluer c'est important en fait que les auteurs comprennent bien qu'ils peuvent peut-être aussi se réapproprier la diffusion, le devenir de leur publication scientifique. Donc c'est aussi ça derrière, c'est cet enjeu-là, c'est pas simplement... là, on ne peut pas tout donner comme ça à des éditeurs privés et accepter leurs règles telles que. Donc, autre engagement qui est important, parce que là, ça va être un peu plus technique, c'est concilier donc, les archives institutionnelles avec l'archive commune HAL. Ça veut dire concrètement qu'il faut qu'on raisonne sur l'interopérabilité, donc on va définir des métadonnées, on va définir des protocoles de façon à ce qu'on puisse rendre communicantes les archives existantes. Et puis, là, je parlais des obligations concernant les partenaires, mais également le CCSD qui porte HAL a également des obligations, à savoir donc mettre en place des procédures et des protocoles qui fonctionnent bien, qui soient fiables et solides.
en faisant le choix de protocoles qui font vraiment autorité au niveau international hein, dans le monde des archives ouvertes, et puis également en s'engageant à donner une documentation technique et un appui technique approprié et répondant aux besoins des partenaires. Alors, 2 modèles ont été définis pour la mise en œuvre de la mutualisation. Alors, le premier cas, l'institution signataire a déjà une archive ouverte. Par exemple, on a l'ENSAM qui a son archive ouverte, Sciences Po. Là, je vous cite en fait des structures qui vont ou qui déjà reversent dans HAL. L'obligation, en fait, c'est non seulement que l'interopérabilité se fasse sur la notice, mais également qu'on récupère le texte intégral sur nos serveurs. Et c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir garantir l'archivage pérenne de la publication. Actuellement, sur HAL, donc on travaille avec le CINES depuis 4 ans. On a fait déjà 2 campagnes, on a upgradé en fait les versions des documents de façon à ce qu'ils soient toujours accessibles. Donc, et c'est pas trivial. Hein. Pour nous, c'est le CINES qui fait le gros du boulot, mais de notre côté, on a une ingénieure qui fait ça à mi-temps. Donc voilà, derrière, on fait des campagnes, c'est assez lourd à mettre en œuvre. Et donc, c'est la carotte, en fait, pour venir finalement reverser dans HAL. Je signale aussi que c'est la seule archive qui fait cette partie-là, l'archivage pérenne, hein, actuellement, c'est la seule archive qui fait ça. Et puis, bon, ça va permettre également de bénéficier de l'interconnexion aux grandes bases internationales. Deuxième cas de figure, c'est utiliser en fait le portail HAL en créant à l'intérieur de HAL son propre portail. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait facilement. On peut mettre en place un portail personnalisé, on peut ajouter des métadonnées locales, par exemple, dans le cas justement là je reprends l'exemple de l'université qui voudrait diffuser des documents qui ne soient pas de niveau recherche, mais de niveau enseignement, tout à fait, il pourra en fait récupérer ces documents à travers une partie qu'on appelle locale et qui donnera la possibilité de diffuser l'ensemble des documents qu'il choisira. Là, on va définir ensemble quelles sont les métadonnées, quelles sont les typologies de documents à ajouter à l'intérieur du portail de la structure. Bon, évidemment, il n'y a aucune raison pour ne pas bénéficier de l'archivage pérenne et de l'interconnexion aux grandes bases de données. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Ça veut dire concrètement que techniquement, sur la partie informatique, finalement, il n'y a pas besoin de personnel côté partenaire. En revanche, il ne faut pas sous-estimer toute la gestion d'un portail en archive ouverte. C'est-à-dire que même en étant dans HAL, en créant son portail dans HAL, ça veut dire derrière qu'il va falloir communiquer, il va falloir l'animer. Tout ce travail-là reste, et je pense que pour les professionnels des bibliothèques et de l'IST, ça reste un travail important, enfin intéressant, et qui est extrêmement gourmand en personnel et qui est très lourd en fait. Alors bon, je fais un petit rappel très très rapide, hein, parce que je ne savais pas trop quel serait le public. C'est un public un peu varié d'après ce que je vois. Enfin, je vois beaucoup de mes collègues hein, dans la salle, donc je vais passer assez vite hein, sur ce qu'est une archive ouverte. Hein. C'est un serveur dont le contenu est accessible librement et de partout, ce qui est là aussi un des enjeux majeurs de la diffusion des publications scientifiques. Et puis également, une notion très forte dans les archives ouvertes, c'est l'auto-archivage. Donc là, c'est d'abord l'auteur que l'on vise en lui demandant de venir déposer lui-même ses publications sur des serveurs d'archives ouvertes. Une vue de HAL, je passe. Ah. Alors, ça aussi, je vais passer parce que je l'ai un peu redit. En revanche, j'évoquais les portails, donc
Dans HAL, on peut avoir des portails thématiques, par exemple les SHS, qui ont créé en 2005 leur portail, ou ArchiveSIC, qui est un portail en sciences de l'information, ou en sciences de l'environnement à l'SDE. Et on a actuellement 83 portails institutionnels, donc 32 universités, oulala, j'ai oublié le S à université, je suis désolée, 28 grandes écoles, 23 établissements de recherche, l'INSERM, l'INRIA par exemple, qui ont fait le choix de développer leur portail à l'intérieur de HAL. Donc ça veut dire des portails avec des métadonnées spécifiques, avec un environnement graphique spécifique. Et puis également, autre outil qui peut être pas mal, par exemple au niveau d'un laboratoire, au niveau d'une thématique de recherche, au niveau d'une conférence, d'un colloque, c'est des collections, c'est extrêmement facile à mettre en place, c'est très facile à gérer, et ça permet de regrouper des documents selon des critères très variables. On peut choisir n'importe quel critère en fait, ça peut être dans le cadre d'un projet NR par exemple. Alors, pourquoi déposer? Bon, accessibilité accrue, pérennité, diffusion plus large également du document, visibilité et impact augmenté, ça peut être aussi quelque chose d'important quand même. Autre idée aussi qui est derrière ça, dans la mesure où le serveur va enregistrer l'heure et la date de votre dépôt, ça peut servir de validation d'antériorité scientifique. Autre chose également, c'est une alternative au modèle des éditeurs commerciaux. Et puis, ce sont des données qui sont consultables de partout dans le monde à partir du moment où vous avez accès à un ordinateur et à Internet. Également des URL simples, pérennes et citables. Ça aussi, c'est une garantie qui est apportée par les serveurs d'archives ouvertes. Ça veut dire qu'a priori, vous n'avez aucun risque d'aboutir sur une erreur 404. Donc là aussi, c'est pas partout sur le net où on peut avoir ce type de garantie, même chez les serveurs des éditeurs. Alors c'est un modèle qui est centré d'abord autour du chercheur, sur le chercheur. Alors là, les chercheurs, c'est à eux de dire si en fait les propositions que l'on fait les intéressent, si c'est quelque chose qui les motive. Moi, il me semble que quand même avoir une plus large distribution de ces publications, c'est intéressant, même si le chercheur dit toujours, mais de toute façon, mes collègues, ceux par qui je veux être lu, me connaissent et voilà. Donc, je ne sais pas si ça m'intéresse d'avoir une plus large publication. Moi, je pense que quand même pour une thématique de recherche, pour un projet de recherche, c'est peut-être intéressant d'aller au-delà. On peut faire des rencontres autour de l'interdisciplinarité, élargir un petit peu son champ de recherche. Bon, enfin, moi, je ne suis pas chercheuse, donc je vous soumets ça, je vous soumets ces propositions. Alors quand même, là, une question de ce qui a été évoqué aussi, c'est la dissémination extrêmement rapide de la publication. Donc ça, c'est maintenant, c'est plus supportable d'attendre qu'un éditeur fasse son travail et qu'on attende longtemps la validation d'une publication. Et puis également, une archive ouverte va permettre d'apporter des services aux chercheurs. Typiquement, il pourra gérer sa liste de publications, exporter, importer à partir d'EndNote ou de son outil favori pour gérer sa biblio. Il pourra avoir accès aux statistiques de consultation de ses documents déposés. Également, l'alimentation des bases administratives. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que par exemple au CNRS, à partir du mois de novembre, les chercheurs ont à remplir ce qu'on appelle la fiche CRAC, qui sert pour leur évaluation annuelle. Donc à partir du moment où ils ont déposé dans HAL leur publication, un export, hop, et ça, ils peuvent alimenter ce serveur institutionnel vraiment en 2 clics, ce qui est appréciable, ça leur évite de ressaisir les données qui ont été déjà saisies dans HAL. Et puis d'autres modèles qui émergent, les épijournaux. On peut également diffuser très facilement les actes de congrès, parce que là j'ai surtout fait référence aux publications, mais en fait c'est tout type de communication scientifique qui peut être déposé en archive ouverte. Des chiffres, bon, 220 000, alors quand je dis article, c'est pas vrai, c'est documents en fait, là il faut que je sois précise, en effet, c'est plus de 220 000 documents qui sont accessibles. Donc là je parle de texte intégral, je ne parle pas de signalement.
C'est 34 000 thèses actuellement accessibles directement en ligne. C'est 600 000 auteurs référencés. En moyenne, on reçoit 2800 dépôts par mois dans HAL, toutes disciplines confondues. Là, vous avez également les transferts. Donc, on a pas mal évoqué Archive. En 2012, on a transféré 2763 documents vers Archive, ce qui correspond à peu près à un tiers de la production française déposée dans Archive. Voilà, donc en même temps, ça serait peut-être bien de passer par HAL pour être diffusé dans Archive, qui, je comprends bien, est l'archive disciplinaire. Mais ça serait bien aussi que ça soit sur un serveur français. Également, donc, le lien vers PubMed Central, donc là c'est moins impressionnant, mais il y a aussi beaucoup moins de publications en chiffres. Et puis, on est moissonné par EPEC, par Google Scholar, par OAISTER. On est très très bien moissonné par Google Scholar, et là, quand en effet Google a fait évoluer en fait son algorithme, nous on savait qu'on passait très très bien, parce que derrière, Google a aussi une politique très clairement vers ce type de plateforme, et pour eux, ça leur amène en fait du trafic, donc ils nous référencent extrêmement bien. Donc je vais conclure. Donc là, sur l'avenir, donc Epiccience, alors Jean-Pierre de Mailly a communiqué peut-être un petit peu tôt, voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les premiers épijournaux vont arriver, je pense, cet automne. Donc on a démarré en fait avec l'Institut Fourier, donc avec Jean-Pierre de Mailly et Benoît Klockner, deux mathématiciens. En fait, les épijournaux, c'est une vieille idée, hein. Dès que les archives ouvertes ont été créées, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ère des archives ouvertes. Et puis finalement, l'année dernière, Jean-Pierre de Mailly nous a recontactés. Il y a eu des premiers contacts avec le CCSD il y a quelques années. Et nous a recontactés en disant est-ce que finalement, ça ne serait pas bien qu'on relance ce projet-là. Donc ce que l'on a fait, nous on a demandé, pour que ça fonctionne bien, qu'il y ait un comité scientifique irréprochable qui soit créé. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ils sont allés chercher 2 médailles Fields, par exemple. C'est un comité international avec des chercheurs. Alors moi, je ne connais rien en mathématiques, hein, mais avec des chercheurs qui ont vraiment qui sont reconnus de façon internationale. Et c'est vrai que dès qu'il a diffusé en fait cette info, Nature l'a contacté immédiatement, nous a téléphoné en disant mais est-ce que c'est vrai, est-ce que vous confirmez? Et depuis, nous on a plein de demandes pour créer des épijournaux. Alors, il y a des demandes qui sont de la curiosité, savoir comment ça fonctionne. Mais l'INRIA travaille également avec nous pour mettre en place des journaux en informatique. On a d'autres contacts avec d'autres communautés. Techniquement, c'est à partir de la plateforme HAL ou Archive. On est en relation avec Archive, hein, pour ce projet-là. Ils trouvent que c'est super que l'on démarre. Donc en fait, à partir d'un document déposé sur HAL ou Archive, l'auteur pourra contacter Epiccience, donc là Epiccience Math par exemple si c'est en mathématiques, pour que son article soit relu et évalué. Et à partir de là, si le groupe, si les évaluateurs trouvent que l'article correspond et est un bon article, il va être tamponné, il va avoir ce label Epiccience Math. Et donc, on aura bien en fait du peer reviewing tel qu'on le connaît dans les revues traditionnelles. Dans le cas où le document n'a pas été accepté dans la revue, il reste en archive ouverte, mais il ne sera pas labellisé, simplement, il n'aura pas ce label. Ça sera un préprint en fait, il n'aura pas ce label Epiccience. On demande, il n'y a pas de cession de droit, hein, donc là encore on est dans un modèle qui est différent du modèle des revues classiques. C'est à voir, hein, c'est une expérience, c'est sûr qu'on va démarrer, c'est sûr qu'on va avoir des articles, je ne sais pas si dans 20 ans ça fonctionnera toujours, ou le modèle aura tellement évolué qu'on parlera d'autre chose. Mais c'est certain que c'est important, entre autres pour les archives ouvertes, parce que ça veut voir que ce n'est pas un modèle qui est figé,
et que entre le modèle Gold, entre le modèle classique de revue, entre donc l'archivage en green, en fait on revient sur les couleurs en fait, hein, des publications. En fait, on peut vraiment imaginer plein d'autres modes de diffusion et qui restent bien en fait, qui correspond aux besoins des chercheurs. Alors, selon les communautés, c'est plus ou moins, ça demande un effort, en effet, je pense, pour certaines communautés. Mais moi, pour répondre à la question que tu posais, je pense que le modèle, en fait, le cœur du modèle des revues, c'est la validation par les pairs, hein, c'est le peer reviewing. Et là, tout à fait, on est au cœur même, c'est-à-dire c'est vraiment l'essence même de ce qu'est un article, et le reste, c'est du gadget, on peut le prendre comme ça aussi. Donc là, le cœur même reste validé. Et puis, j'ouvre juste une petite remarque sur les données de la recherche. Là, il y a des enjeux qui sont énormes, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a des enjeux énormes, notamment vis-à-vis des éditeurs qui sont en train de mettre en place des données où, associés à la publication, ils demandent qu'on dépose les données. Alors là, faut faire extrêmement attention parce que jusqu'à présent, les auteurs ont accepté de donner en fait leurs articles avec des contraintes très fortes, très lourdes, avec des coûts importants puisqu'ils ont fait l'article financé par des fonds publics en règle générale. Ils ont fait le travail de relecture sans être payés en général. Et les éditeurs, bon, modèle classique, hein, vous connaissez par cœur, les éditeurs nous revendent très très cher en fait ces documents. Là, ils sont en train d'imaginer finalement la même chose avec les données de la recherche, c'est-à-dire en associant en fait à une publication des données qui ont été utilisées dans l'article et en déposant ces données sur les serveurs des éditeurs, en fait, on va perdre les droits sur ces données. Je pense... Dans quelle discipline ça se fait ça, ou ça commence à se faire? C'est Elsevier dans pas mal de disciplines. Par exemple, on va imaginer par exemple un domaine que je connais mieux, hein, moi je viens des SHS, donc je vais revenir dans... On peut imaginer par exemple, je ne sais pas, on va prendre un article en sociologie qui va beaucoup utiliser des stats de l'INSEE, par exemple. Le chercheur donc a son corpus de données, hein, il va faire sa publication, et donc là maintenant ce que les éditeurs lui proposent, c'est associé à cet article, lui dire ben voilà, vous pouvez déposer les données, éventuellement le programme que vous avez utilisé pour traiter vos données, ce qui nous intéresse c'est vos requêtes par exemple pour le questionnement des statistiques que vous utilisez, vous déposez ça. Et du coup, ces données, elles sont privatisées sur le site de l'éditeur. Et donc, tout l'enjeu est autour des données maintenant. Philippe a présenté un modèle alternatif à ça qui existe depuis longtemps en astronomie, le couple ADS-CDS. Quand vous allez sur un article, vous avez un article revu dans ADS, vous avez les données en ligne qui cliquent et vous allez sur la base CDS et ça reste public. Bien sûr, mais le modèle. Mais vous prêchez une convaincue, hein. Bien sûr. C'est-à-dire que n'importe quelle archive ouverte doit déjà prévoir. Alors, c'est ce qu'on a. Merci, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais cela dit, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que nous, on est en train d'ouvrir le serveur pour qu'on puisse déposer notamment là par exemple des vidéos qui vont être liées aux publications ou d'autres données, des données statistiques, etc. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que de toute façon, ce que vous nous avez présenté, qui existe depuis 20 ans, 30 ans, n'ont pas empêché, et en termes aussi je pense, de même que les physiciens qui ont également diffusé une partie de leurs publications en dehors des circuits commerciaux, il n'empêche que pendant toutes ces années-là, les éditeurs commerciaux se sont enrichis. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important, parce que moi, je me dis, en effet, pour un jeune chercheur qui veut, parce qu'on est quand même toujours dans cette logique d'évaluation par rapport à la qualité de la revue dans laquelle on publie, un jeune chercheur, moi je le comprends, hein, qui est en train de construire sa carrière, il a la possibilité de déposer un article dans une revue super qui va vraiment le faire, qui sera bien évalué, mais la revue va lui mettre des contraintes. Je ne suis pas sûre qu'il aura le courage, le culot, ou voilà, enfin bon, de dire, non, désolé, j'accepte pas.